Merci. Bonsoir. Je suis un petit peu impressionnée parce que je sais que ça passe à la télé. Et... Oh, pardon. Oh. Waouh. Que Dieu lui donne une coquille. C'est ce que disait ma grand-mère. Je reprends peut-être. Bonsoir. Je suis un petit peu impressionnée parce que je sais que ça va passer à la télé. Et quand ça... Non, mais je vais enchaîner. J'avale, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Bonsoir. Je suis un peu impressionnée parce que je sais que ça va passer à la télé. Et faut pas dire de conneries, quoi. La télé, c'est tout d'un coup, c'est... Ah, ça y est, c'est la télé. Et en même temps, je me dis, si c'est nul, ça va peut-être pas se remarquer à la télé, un truc nul. Jamais t'entendras un mec dire vous avez vu hier, il y avait un truc nul à la télé. Non mais attends, j'étais en train de regarder tranquillement une émission passionnante. C'était Cyril Hanouna là qui faisait un truc. Ça donnait vraiment matière à réflexion sur la condition de l'homme moderne. Je veux dire, c'était. Après, j'ai regardé une série de pubs assez géniale. Et tout d'un coup, je zappe et boum, un truc nul. Non, ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. C'est flippant la télé quand même. Moi, j'ai pas la télé parce que je sais que c'est de la drogue dure. La télé, tu la regardes, c'est obligatoire. Moi, ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent non mais moi je regarde, mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. Non mais vous êtes beaucoup à faire ça là. Non mais moi j'aimerais bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé avec du recul. Je veux dire, parce qu'il y a fort à parier qu'ils sont beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'on crée des émissions de merde pour que des gens les regardent tout en se révoltant que de telles merdes existent quand même. Alors je veux bien que la vie n'ait pas de sens, mais là quand même il y a des limites quoi. Tu sais les gens qui disent non mais moi je regarde c'est juste pour voir à quel point c'est de la merde. Mais quoi la merde t'intéresse en fait, t'es merdologue peut-être. Qu'est-ce que quand tu vas au resto, tu commandes ce qu'il y a de plus dégueulasse? Qu'est-ce que tu te lèches les babines en regardant le menu, en te disant qu'est-ce que je vais chier demain? C'est ça ton truc à toi? Non mais c'est fou cette arnaque qu'on est capable de se faire au cerveau quand même pour regarder la télé. Mais je pense que c'est parce qu'on s'aperçoit pas qu'on devient con. C'est ça le problème. On se voit pas devenir con. Moi je sais, j'ai plein d'amis qui sont devenus cons sans s'en apercevoir. Je leur dis t'es devenu con, Daniel. Et ceux-là, non, je crois pas. Si, t'es devenu con. Mais on se voit pas devenir con, parce qu'en fait, le cerveau, c'est un organe caché. Il est sous le crâne, on le voit pas se modifier. C'est vrai. Non, mais que tu bouffes de la merde tous les jours, tu te vois devenir gros. Hein, tu te vois dans la glace. Mais tu te vois pas devenir con. Tu t'en rends pas compte un jour devant le miroir de ta salle de bain. Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là. Il faut absolument que j'arrête de regarder la télé, quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Mais je veux dire, parce que moi on me prend pour une nazie du coup, pour une psychorigide. Je dis mais non, mais c'est bien quand même la télé. Moi ça me vide la tête. Mais depuis quand se vider la tête c'est une activité positive quoi? Je veux dire c'est une question que je pose quand même. Non c'est flippant la télé. Et c'est encore plus flippant de passer à la télé parce que c'est vrai que tu te dis t'es juste une petite crotte de plus dans un océan de merde quoi. Alors en plus il y a un thème à la soirée. Je déteste les soirées à thème. Il n'y a rien de pire que faire tapisserie dans une soirée déguisée. Voilà. Le thème, c'est donc humour sans frontières. Qui a choisi ce thème? Probablement pas un humoriste. Hein. Je veux dire, c'est pas un thème. Je veux dire, c'est un programme humanitaire à la limite, mais ça veut rien dire. C'est absurde. Ça n'existe pas. Humour sans frontières. Il n'y a pas d'humour. L'humour, c'est pas. Il n'y a pas d'humour universel. L'humour, c'est culturel. On rit pas des mêmes choses dans les mêmes pays. Je veux dire. Humour sans frontières, il n'y en a pas. Enfin, il y a des frontières dans l'humour au sein de chaque pays, ça c'est sûr. Hein. En France, c'est les Juifs. C'est la frontière à pas dépasser. Aux États-Unis, c'est les Noirs. En Roumanie, c'est les Roumains. On peut pas rire des mêmes choses partout. Hein. Et au sein de chaque pays, il y a des frontières qui sont pas les mêmes dans tous les pays. Par exemple, en France, les Roumains, c'est pas une frontière du tout. Hein. Non, en France, les Roumains, c'est très marrant. C'est très marrant. Hein. Des mecs sans bras, sans jambes, qui font la manche en plein hiver avec des bébés,
C'est super marrant. Hein. C'est vraiment n'importe quel humoriste, il arrive à placer dans son spectacle « Donnez-moi !» Il cartonne, le mec. Hein. Il cartonne. Non, c'est vrai. En ce moment, parce que c'est les Roumains, en ce moment. Mais il y a une question de temps aussi, rire sur quoi. Parce que ça, c'est la loi des derniers arrivés sur le territoire. Les derniers arrivés sur le territoire sont toujours plus cons, plus sales, plus bêtes et plus, voilà, plus dégueux que les autres. En ce moment, c'est les Roumains. C'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Jusqu'à la prochaine vague d'immigration, en fait. C'est comme ça que ça marche. Hein. Les prochains, ce sera les réfugiés climatiques. Ça va être eux. Bah oui. Je veux dire, une fois que la glace aura fini de fondre au pôle Nord, il y a toute la banquise qui va débarquer quand même, il faut le savoir. Hein. Non mais ça va arriver vite. Là pour l'instant on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a 2 ou 3 ours polaires qui se noient, mais parce qu'on veut pas voir qu'il y a des villages entiers d'Esquimaux qui survivent en dos crawlé depuis 10 ans. Mais je veux dire, on a tort, parce qu'ils vont arriver, ils vont être vénères, les mecs, vraiment. Et évidemment, ils vont demander le statut de réfugié, parce que c'est sûr que, a priori, les Esquimaux vont pas rentrer dans le cadre de l'immigration choisie. Hein. On va leur demander, alors, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter qu'est-ce que vous savez faire des maisons en glaçons ça dégage, hein. On va les mettre dans des camps, et puis voilà. Hein. Médecin du Monde va leur filer des tentes igloos, ça leur rappellera le pays. Non, mais heureusement qu'il y a les tentes igloos, hein, pour les clochards, c'est une belle initiative. Non, c'est pratique quand même. Hein. Je veux dire, le SDF, il meurt dans sa tente, les éboueurs, ils passent, ils n'ont plus qu'à ramasser le sac poubelle. Non, c'est pratique. Et donc, une fois que les Esquimaux seront là, on ne pourra plus en mettre plein la gueule des Roumains. Hein. Ça sera terminé, parce qu'il y aura un glissement de catégorie, justement, par cette loi du dernier arrivé. C'est-à-dire que les Roumains vont gagner le statut de Chinois, hein, eux. Les Chinois, eux aussi, vont grimper dans l'échelle sociale. Hein. Les Chinois vont devenir des Arabes. Les Arabes, oui, alors petite exception française, les Arabes resteront des Arabes encore sur 2 ou 3 générations, le temps qu'ils se calment vraiment. Hein. Et les Français resteront des Belges et s'en donneront à cœur joie donc sur les Esquimaux. Hein. C'est comme ça. Qui seront dégoûtés d'ailleurs qu'on les appelle des Esquimaux. Hein. Bien sûr, les mecs ils vont dire mais arrêtez, on n'est pas des Esquimaux, on est des Inuits. C'est Inuit notre nom. C'est beau en plus Inuit, ça veut dire être humain. Ça veut dire qu'on est tous des Inuits. Pardon écoute-moi bien, Mr. Freeze. On se ressemble pas et on se ressemblera jamais, d'accord? Moi je suis normal. Toi avec ta capuche pleine de poils et tes grosses lèvres, on dirait mon cul quand j'ai bouffé indien, d'accord? Donc si ça me fait marrer de t'appeler Miko, je t'appellerai Miko. Je suis pressée qu'on les accueille, les Esquimaux. Merci de m'avoir écouté, bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai eu 40 ans cette année, c'est un vrai choc. Un vrai choc. C'est pas cliché, c'est parce que quand on dit aux gens qu'on a 40 ans, bien sûr, les gens te disent non, mais ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans, mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vieux soudainement. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on se voit pas vieillir. Et à 40 ans, soudainement, il y a une bascule au niveau... On a vieilli d'un coup. Au niveau du corps, je le vois déjà. Moi, maintenant, quand je mets une robe vintage, sur moi, c'est juste une robe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. On a vieilli d'un coup. Et c'est terrible, ce sentiment d'avoir vieilli d'un coup. C'est encore plus terrible quand on est une femme, d'ailleurs. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi, parfaitement injuste, hein, qui veut que les hommes de mon âge, auxquels je pouvais prétendre avant, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que toi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je regardais plus les hommes de mon âge dans la rue. C'est terminé. Enfin, si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde... Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu. C'est comme ça que je le regarde, mais je l'envisage plus. Et une bascule au niveau des exigences pour la femme de 40 ans. Le jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et je pensais à autre chose comme ça, puis d'un coup, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non mais je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui. Non mais c'est tragique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... Non mais c'est tragique parce que je veux dire, moi, dans le sens où moi il y a 1 an, les chauves, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement légèrement condescendant. Quoi. Pour moi le chauve c'était une espèce à part de l'humanité. C'était entre l'aveugle et l'humain le chauve quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager un chauve sexuellement. Non mais c'est tragique vraiment ce qui se passe à 40 ans pour une femme. Moi maintenant quand je suis au maximum de l'optimisme et que je me mets à rêvasser un peu comme ça, la première idée qui me vient, c'est « Oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu ». C'est à ça que je pense quand même. C'est tragique.
Et les gens qui te disent, mais non, la vie commence à 40 ans. Mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des espérances de vie 80, 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789, en fait. C'est ça le problème fondamental. Que moi, je sens que je suis foutue physiquement. Je suis flinguée, je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite, c'est fini. Enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève, jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe, d'ailleurs, c'est même pas ça, parce que je peux plus rien manger, je digère plus rien, on ne digère plus rien. Moi, ce système digestif est périmé, il n'était pas fait pour durer, vraiment. J'ose même plus pisser sous la douche, parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu maintenant. Non, non, un peu. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonsoir. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même. Non mais, je veux dire, non mais, alors... C'est bien, vous applaudissez à ça. Personne ne se sent concerné ce soir, hein. Ni con, ni gilet jaune, ni rien du tout. Non, mais attention, hein, je veux pas faire de généralité, bien sûr. Je dis la majorité, c'est pour ça. C'est pas tout le monde, bien sûr. C'est pas vous, ce soir, bien sûr. Et bien sûr, il n'y a pas de cons à Bordeaux. Hein. Il n'y a que des Parisiens, maintenant, à Bordeaux. Non, mais alors, attention. Non, mais quand je dis ça, moi, je me mets du côté des cons. Hein. Je me mets vraiment du côté des cons. Moi, j'avais beaucoup plus de certitude à 20 ans qu'aujourd'hui. Moi, je suis paumée aujourd'hui, mais à un point que j'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse être paumé. Moi, si je suis sur scène, c'est pas du tout parce que j'ai l'impression d'avoir plus de choses intelligentes à dire que les autres. Moi, si je suis sur scène, c'est uniquement à cause de ma mère. C'est ma mère qui m'a mis là. Pas consciemment, mais c'est à cause d'elle que je suis là. Ma mère, à chaque fois que je finis un spectacle, elle me dit « Mais si, continue de faire des spectacles, ça te consolera de pas avoir eu de gamin. » Ma mère me dit ça. Parce que ma mère a une maladie. Ma mère a une maladie. Ma mère, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est ça, ma mère. Mais la moindre pensée qui effleure son cerveau doit sortir. Ça doit sortir. Avec la coupe de cheveux, c'est les 2 points communs qu'elle a avec Trump. C'est redoutable, quoi. Je veux dire. Donc, non, vraiment, si je suis là, c'est uniquement parce que je sais pas dire non à ma mère. C'est tout. Que je sais pas dire non tout court, d'ailleurs. Je sais pas dire non, parce qu'il y a un gros problème dans la vie. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue hétéro également. Et donc, non, c'est vrai que con, le mot est violent, mais je pense que les hommes sont bêtes et méchants. Je pense, enfin, même pour être plus précise, je pense que les hommes sont bêtes et les femmes sont méchantes. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas écolo aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que j'aime pas la planète. Elle est super, la planète. Mais justement, je pense que les humains ne la méritent pas, la planète. Non, mais les humains sont tellement bêtes et méchants que des fois je me demande si la disparition des espèces, c'est pas en fait c'est pas des suicides de masse d'animaux ils se cassent, ils en peuvent plus de vivre avec nous, ils en peuvent plus, ils se cassent poliment, discrètement, sans parler parce que les animaux ne parlent pas en permanence, ne commandent pas tout ce qu'ils font comme nous on fait. Non mais nous on parle en permanence, ça doit être fou du point de vue des animaux quand même. Les animaux utilisent la parole à bon escient. Les animaux utilisent la parole pour des choses essentielles. Les animaux ils parlent seulement pour dire vous êtes où, dégage, t'excite pas, je suis déjà en cloque, des choses comme ça. Mais des choses essentielles. Nous on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer. On est sans arrêt en train de parler, de donner notre avis, de commenter. Là, vous n'êtes pas bien parce que votre téléphone est dans votre poche. Vous avez l'impression de louper des trucs. Parce que même quand ton téléphone est dans ta poche, ça continue sans toi, ça discute dans ton slip. On parle en permanence. Mais vous vous rappelez avant, quand on disait les paroles s'envolent, les écrits restent? On le dit plus, ça. On le dit plus puisqu'on écrit tout ce qu'on dit. On publie la moindre des réactions. Pourquoi on disait ça avant? On disait ça parce qu'on avait conscience qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord de la merde. Hein. Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante, pourquoi pas une opinion. Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. Prenez, ceci est ma merde. Battez-vous avec, oui. C'est ça qu'on fait. C'est comme si t'étais au resto et que pour te faire patienter, le cuistot, il t'apportait une assiette avec des épluchures de patates dedans, ensanglanté parce qu'il s'est coupé, et il t'explique pourquoi il s'est coupé. Il est là, bah oui, j'étais en train de surveiller là et je me suis... Mais non, il y a des étapes dont on n'a pas besoin d'être informé, ni conscient quand on commande des frites. Ce soir, je vois que les meufs sont sapées, quoi. Hein.
Nous aussi, on a fait des petits efforts. Enfin, moi, c'est pas moi, c'est la styliste, en fait. Hein, parce qu'il y a une styliste qui nous conseille pour pas qu'on se foute trop la honte sur scène. Et moi, la styliste, elle m'a vu arriver, elle a fait « Oh là, faut tout changer, là !» Moi, j'ai un vrai problème pour me saper, ouais. Ben, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les fringues, elles sont toutes taillées pour des stars aujourd'hui, c'est vrai. Moi, chaque fois que je rentre dans un magasin, je kiffe sur une fringue, je l'essaye, la fringue, elle calcule pas mon corps. La fringue, elle dit « Ah non, désolé, moi, je calcule que les meufs qui prennent pas de deuxième bol de riz chez le japonais. » Non, sérieux, non, moi, je mets un truc sportswear, sur moi, ça fait « Where is the sport ?» Non, moi, j'en ai marre de la mode mannequin. Sans déconner, un jour, je vais péter un câble. Hein. Est-ce que quelqu'un dans la salle a essayé d'acheter un jean qui soit pas taille basse ces dernières années? Non, mais les jeans comme avant, là, qui arrivaient jusque-là, on dirait que ça a jamais existé. Non, mais tu demandes dans les magasins, le vendeur, il te regarde genre retourne d'où tu viens, cette planète est trop dangereuse pour toi. Non, franchement, ça vous va bien, à vous, le taille basse? Bon, je parle pas aux mutantes anorexiques d'1m70 ou qui a 3 ans, on s'en fout. Non, je parle aux filles normales, comme moi. Parce que sur nous, les petites gourmandes, eh ben, le taille basse, c'est dégueulasse. Eh ouais, c'est dégueulasse. Et les vendeuses, elles sont dans le complot aussi? Non, franchement, vous pouvez pas voir, mais de dos, il est super sur vous, le taille basse. Ouais. Mais faut le porter avec un string, pas avec une grosse culotte. Hein. De toute façon, t'as pas le choix, donc tu l'achètes, le taille basse. Hein. Tu retournes chez toi, ton mec est là après assister au défilé de mode. T'enfiles ton jean, tu te retournes, et là, il te fait... Oh, c'est bizarre, on dirait que t'as 2 culs, là. Un en bas et un en haut, c'est chelou. Et... Ça serait pas mieux avec un string, ce genre de fut, là? Non, c'est vrai que ça fait mal sur le coup, mais c'est sincère. Et c'est vrai, avec mon mec, on se dit tout. Hein. D'ailleurs, tous nos potes nous disent « Vous êtes trop fusionnels. » Bon, c'est vrai, des fois, c'est chiant. Hein. On est tout le temps ensemble, on vit ensemble, on habite en 2 pièces. Moi, quand je sors du salon, il me dit « Tu vas où ?» Alors, la question préférée des couples fusionnels, je sais pas si vous la connaissez, c'est « À quoi tu penses ?»« Mais à la même chose que toi. » « Alors, pourquoi tu lèves pas ton gros cul pour aller le faire, ce putain de café ?» Et alors, attendez. Et alors, de l'autre côté, il y a les couples super indépendants, plutôt ambiance. Mais on devait pas aller chez tes parents dimanche dernier. Mais Jack, mes parents sont morts il y a 2 ans. Mais je ne m'appelle pas Jack. Mais qui es-tu? Sors de chez moi, vilain démon. Non, mais cette histoire de fusionnel, en vérité, c'est un truc de filles, c'est vrai. Enfin, c'est les filles qui voudraient fusionner avec leurs mecs. Hein. Les mecs, eux, la plupart du temps, soit ils fusionnent tout seuls. Dans ces cas-là, c'est une maladie qu'il faut soigner. Hein. Soit ils fusionnent avec leurs potes. Hein. Et c'est vrai que ça nous fait mal à nous, les filles. Je veux dire, c'est vrai que c'est toujours dur quand ton mec s'apprête à sortir, à faire une soirée entre potes, et toi tu restes à la maison. C'est toujours la minute boulet pour la meuf sur le pas de la porte. Hein, tu vois, toi t'es là, t'es habillé normal. Pourtant à ce moment-là, il y a des charentaises qui te poussent, une vieille robe de chambre pourrie. Et lui, il est là, surexcité, avec le pot de gel entier sur la tête. Bon, bah j'y vais, mon petit bout de gras. Hein, j'essaye de pas rentrer trop tôt. Hein, j'ai mes clés, j'ai ma liberté, j'ai rien oublié. Si, il y a ton cerveau sur la table du salon, là. Mais non, mais tu sais que j'en ai pas besoin quand je suis avec mes potes. Alors là, tu refermes la porte, tu vois, et puis il y a la rage qui commence à monter petit à petit. Mais il y a ta raison qui commence à te parler aussi, qui te dit non, faut le laisser vivre pleinement ces moments. C'est super important pour lui. C'est son jardin secret. Son jardin secret. C'est pas une arnaque, cette histoire de jardin secret, sans déconner. Non, mais il y a des mecs, c'est pas un jardin qu'ils ont, c'est une exploitation agricole, mon frère. Mon frère. Faut que j'arrête de traîner avec eux. Non, mais sérieux, ils cultivent quoi à l'intérieur exactement? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'ils me fassent visiter un jour. Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a dans mon jardin secret? Bon, ok, mais promis, on s'engueule pas. Hein. Vas-y, rentre. Bon, bah là, c'est la rangée des culs, là. Là, il y a les touffes de printemps. Là, c'est ta sœur, mais on a dit qu'on s'engueulait pas. Et là, tu l'as vu, la Jennifer Lopez, là, elle est bien, là. Ouais. Ah, je vais lui casser le pot, demain, je vais la mettre en terre, elle sera mieux. Ah, c'est ça l'avantage de la scène, c'est de pouvoir dire tout et n'importe quoi. Au début, je voulais tout vous dire. Finalement, je vous ai dit n'importe quoi. Mais merci de m'avoir écouté. C'était Blanche. Merci, bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me changer après mon cours de harpe. Je suis venue directement. Je suis très contente d'être là ce soir. Donc, comme vous avez vu, c'est une configuration un peu spéciale parce que le spectacle est filmé. Alors, à Bordeaux, donc voilà. Donc, vous devez vous demander pourquoi à Bordeaux, C'est vrai, on m'a demandé pourquoi tu veux filmer ton spectacle à Bordeaux. Alors,
c'est une combinaison de facteurs. Non, c'est pas vrai, c'est une robe. Mais... Non, en vrai, pourquoi Bordeaux? Il y a une raison. C'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai lu une étude qui affirmait que les gens qui boivent du vin sont plus intelligents que les autres. C'est ça. J'avais une intuition sur l'identité des commanditaires de cette étude. Ça vient de chez vous, donc c'est ça. Je suis ravie d'être devant un public intelligent. Tant de merde, par contre, à Bordeaux, hein. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais trouver, parce que c'est pareil à Paris, hein, c'est gris depuis un mois. Moi, je suis très sensible à la météo, là. Ce matin, j'ouvre les volets, je dis encore ce temps tout gris, c'est quoi ce temps de merde? Et je me retourne vers mon mec, je lui dis, mais c'est normal que je sois en colère comme ça à cause du temps. Et le mec, il me répond pas parce que j'ai pas de mec. Je lui dis, merde! Je suis très sensible à la météo, c'est vrai. On est au mois de juin. Normalement, on devrait être relax, en terrasse, lunettes de soleil. On devrait être comme ça. C'est pas comme ça chez vous, en terrasse? Chez nous, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, ce temps est... Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Je veux dire, moi, c'est vrai qu'il faisait frais. Oui, on va parler un peu de météo. Hein. Je vais vous tenir au courant de quoi on va parler. On va commencer par parler un peu de météo. C'est parce qu'on ne se connaît pas encore. Donc on va aborder des sujets légers. C'est ça qu'on fait. On apprend à se connaître d'abord. Hein? La première fois que tu rencontres quelqu'un, tu ne veux pas lui parler de ta dernière... Hein? Et même si c'était il y a 10 minutes, non. Hein? Non. On va aborder des sujets légers. Des sujets légers comme la météo. Voilà. C'est un sujet léger, indiqué pour... bien que bientôt, ça sera plus du tout un sujet léger, la météo, ça va être carrément anxiogène même. Hein. Et vous avez vu le temps qu'il fait? Ben oui, c'est incroyable, on a réveillonné dehors, nous, on a mis des tongs aux petits, et on va tous crever. De quoi on va parler pour parler de rien, hein? Bien que moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça inquiète. Je suis pas écolo, moi, je suis pas écolo du tout. Je n'ai pas d'enfant, moi, donc pour moi, la vie s'arrête à la mienne. Donc et même si ça va un peu plus vite que prévu, j'aime pas le ski, de toute façon. Donc, non, je déteste les sports d'hiver. Vraiment, c'est monter, descendre, monter, descendre. J'ai pas besoin de faire un sport qui me rappelle que je suis bipolaire, merci. Nous, on est sans arrêt en train de parler, de commenter ce qu'on fait. C'est encore pire maintenant avec les téléphones. On passe plus 5 minutes sans s'exprimer. On est sans arrêt en train de parler, de donner notre avis, de commenter. Là, vous n'êtes pas bien parce que votre téléphone est dans votre poche. Vous avez l'impression de louper des trucs. Parce que même quand ton téléphone est dans ta poche, ça continue sur toi, ça discute dans ton slip. On parle en permanence. Mais vous vous rappelez avant, quand on disait les paroles s'envolent, les écrits restent? On le dit plus, ça. On le dit plus puisqu'on écrit tout ce qu'on dit. On publie la moindre des réactions. Pourquoi on disait ça avant? On disait ça parce qu'on avait conscience qu'une tonne de ce qu'on pense en premier au sujet de quelque chose, c'est très souvent d'abord de... Hein? Non, oui, qui s'accumule sur le chemin d'une pensée qui sera peut-être un jour intéressante. Pourquoi pas une opinion? Mais c'est qu'on ne filtre plus du tout les premières pensées. On les offre en partage au monde entier. Prenez, ceci est ma merde. Battez-vous avec, oui, c'est ça qu'on fait. C'est comme si t'étais au resto et que pour te faire patienter, le cuistot, il t'apportait une assiette avec des épluchures de patates dedans, ensanglanté parce qu'il s'est coupé. Et il t'explique pourquoi il s'est coupé. Il est là, bah oui, j'étais en train de surveiller l'ail et je me suis... Mais non, il y a des étapes dont on n'a pas besoin d'être informé, ni conscient quand on commande des frites. C'est pas forcément la meilleure analogie qui soit, je suis d'accord. Mais pour le dire plus prosaïquement, disons que tout ce qu'on pense en premier au sujet d'un sujet, c'est d'abord une réaction à propos de ce sujet. Bon, là, il n'y en a pas, mais c'est normal. Vous commencez à vous dire, elle est chiante un peu. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons, par exemple, tu es en train de regarder un reportage sur une manif, manif mariage, manif pour tous, c'est les fachos. Je sais jamais. C'est les fachos.
Tu regardes un manif sur le facho. Et il y en a un qui est interviewé. Et il est là sur le trottoir et il dit ces trucs de facho. Il est là, oui, un papa et une maman c'est vraiment mieux. Et puis c'est pas vrai, tout qu'est-ce qu'on dit sur les curés. Et puis quand même, on fait des progrès. Il y a des hosties sans gluten à l'église. Et toi tu regardes comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là, quoi? Et puis bon, tu te dis bon bah je sais pas, moi les gens qui veulent pas que les Gwyn et les p se marient, on a qu'à les exécuter et puis c'est tout. Bon, c'est une réaction, d'accord? C'est juste une réaction. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je publie ma réaction? Là, si je publie ça, là très vite, je vais avoir des gens qui vont me dire ah oui, très bien, enfin quelqu'un qui dit la vérité, merci, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait pas leur enfoncer des tisons brûlants dans le avant? Est-ce que je vais faire non, attends, merci pour ton soutien, Bobby, mais non, je crois que juste les exécuter, c'est bien. Smiley, clin d'œil. Et là, très vite, on va me traiter de nazi, hein, et je vais pas aimer qu'on me traite de nazi. Alors je vais répondre, ah bah d'accord, donc dès qu'on dit la vérité, on est un nazi, et ben bravo le point Godwin. Et là, c'est foutu, hein. Non mais là, c'est foutu parce que là, tu es bloqué dans ta réaction, c'est ça. C'est là, ta réaction est devenue ton opinion. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui te reste à faire, c'est te défendre en ayant l'air de vouloir convaincre le monde entier que t'as raison de penser ça. Alors que tu penses pas ça. C'est réaction, Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si tu gardes cette réaction pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un point de départ pour explorer le sujet, mais tout seul, dans ta tête. Tu te dis, bon, les gens qui veulent pas que les Gwyn et les Marie, on a qu'à les exécuter. Pourquoi on a qu'à les exécuter? Parce qu'on peut pas être intolérant à ce point sur des questions qui ne nous concernent pas. Mais pourquoi ils sont intolérants à ce point? Peut-être que ça touche chez eux un point tellement sensible qu'ils sont plus capables de se mettre à la place des autres. Peut-être que le mariage, ça serait une sorte d'institution symbole qu'il conviendrait de te conserver telle quelle dans un monde qui changerait trop vite. Peut-être que le slogan « Un papa et une maman, c'est ce qu'il y a de mieux pour un enfant », c'est une sorte d'appel à l'aide de gens qui ont peur de plus comprendre le monde à la génération suivante. Mais alors, s'ils ont peur à ce point, dans le fond, est-ce que c'est pas parce que c'est tous des gros... Oui, c'est là on a analysé le truc. Là, oui. Là, on a abouti à une opinion intéressante. Là, oui. Et là, tu peux prendre ton téléphone pour tweeter la manif pour tous, c'est rien que des gros... Là, tu peux le faire. Bon. Mais bon, même ça, je vous encourage pas forcément à le faire. Je vous encourage pas... Non, parce qu'en fait, en termes plus généraux, je pense surtout qu'on n'est pas obligé de tout partager, c'est ça. Je pense que c'est important de défendre la liberté d'expression, bien sûr, mais je suis pas loin de penser que trop s'exprimer rend con. Mais par effet de vase communicant, en fait. Tout simplement parce que penser et parler, c'est pas la même action. Donc forcément, si tu parles beaucoup, c'est au détriment de l'autre action. C'est mécanique, en fait. Mais c'est comme les gens qui te disent « Attention, je réfléchis à voix haute. » Non, tu mens, tu gagnes du temps, tu sais pas ce que tu dis, t'es paumé comme tout le monde. C'est ça la vérité. Mais comme tout le monde, parce qu'on est tous paumés. Non mais là j'ai vu dans une papeterie récemment, ils ont inventé le stabilo gomme. Non mais c'est grave. Non mais c'est un stabilo avec une gomme sur le bouchon du stabilo pour effacer ton stabilotage. Non mais il y a un grave problème, je suis toute seule sur le stabilo là. Je veux dire, on est d'accord que quand tu stabilotes un truc, c'est juste que tu veux te souvenir de ce truc, c'est pas plus engagé que ça. Quel est le chemin mental qui te fait arriver dans cet état? Quel genre de personne j'ai été pour stabiloter ça? Putain, vite, une gomme! Non, on est d'accord que c'est l'outil sur mesure du schizophrène hystérique, quand même. Non, on parle trop. Le monde n'a pas besoin de l'avis de tous sur lui en permanence. Ça n'a pas de sens. On nous fait croire que notre avis compte, on nous suggère de mettre des notes à tout ce qu'on fait, alors on évalue, on met des notes. Ça n'a aucun sens. Les spectacles sont notés, les œuvres, comme si c'était des sèche-cheveux. Non mais moi je vous interdis formellement de me mettre une note sur un site de billetterie, que les choses soient bien claires entre bonnes ou mauvaises. Je suis pas en train de vous vendre un produit. Là, je suis pas en train d'essayer de vous satisfaire, d'accord? Moi je parle, vous m'écoutez. C'est un win-win, mais on s'arrête là. Non, on parle trop. Et je pense qu'en plus, on se met en danger à parler comme ça en permanence. Parce que là j'ai passé du temps récemment sur Twitter. J'avais jamais vraiment passé du temps sur Twitter. Je me suis dit à un moment qu'il faut quand même voir comment ça marche. Et je me mets un soir, 20h, devant Twitter,
À 4 heures du matin, j'y étais encore. Waouh, bien envoyé, Snoopy 93. Waouh. Non mais, les gens sont en danger, vraiment. L'ordinateur, c'était censé nous faire gagner du temps au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens sont en danger. Avant, qu'est-ce qui se passait avant? Tu sortais du travail, tu coupais avec le travail, t'allais au bistrot, t'allais t'en jeter un ou deux, t'allais dire de la merde pendant 2-3 heures, bon. Mais à un moment, le bistrot, il fermait. Là, ça ne ferme pas, c'est en continu, c'est 24 heures sur 24. Puis c'était pas grave, ça portait pas à conséquence que tu disais au bistrot. Au pire, le lendemain, le patron, il était là. Bon, il a dit un sacré paquet de conneries, Michel, hier, hein. Il en tenait une bonne. Ah bon, il a dit quoi, Michel? Je sais pas, j'étais bourré aussi. Bon, voilà. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est regarde ce qu'il a dit, Michel, en 2014. Les gens sont en danger. Non, moi, je pense sérieusement qu'il faut faire une loi. Il faut fermer Twitter. À minuit, on ferme. Moi, allez, je pense que tout le monde a assez dit de conneries, là. Tout le monde doit aller faire un gros dodo. Vas-y, un dernier pour la route, fils de... Voilà, on va faire. Ça, je pense que c'est nécessaire. Vous êtes venu vous divertir. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est important, hein, de rigoler. Là, en ce moment, surtout, c'est... En plus, moi, là, j'ai lu récemment qu'une bonne rigolade, ça vaut un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos, d'ailleurs. Ou alors, faut en faire quelque chose de l'info. Je veux dire, envoyer des clowns en Afrique ou alors faire une appli iPhone. On pourrait avoir une appli iPhone, envoie ton rire en Afrique. Et puis, quand on a envie de rigoler dans une soirée, on appuie sur un bouton et ha ha ha. Et puis le rire part en Afrique comme ça directement. Puis c'est retransmis à Bamako par des gros haut-parleurs comme ça. Et puis le petit Africain, il entend le rire. Hop, ça lui fait son steak. Et puis comme le rire est communicatif, du coup il rigole aussi, ça chasse le mouche. Et puis tout le monde est content. Enfin, on peut faire des choses. Je veux dire, moi non plus, je suis pas très en forme en ce moment. Hein. Pas du tout, même. En fait, je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin, c'est ça qu'on dit maintenant, les filles, quand on s'est fait larguer. Hein, voilà, puis j'ai eu 37 ans il n'y a pas longtemps, donc c'est dur. Hein. Là, je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana, célibataire, toujours pas d'enfants, des ovaires qui doivent ressembler à François Hollande maintenant. Hein. Bon, une de plus ou une de moins ce soir sur lui, hein, c'est pas... Tic-tac, tic-tac, donc voilà, c'est un petit peu... C'est un peu dur, toutes mes copines ont 2, voire 3 gamins maintenant, hein, ça y est, les jeux sont faits. Bon, enfin, il y a quand même un point positif, hein, c'est que moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leurs gamins. Hein. Ah oui. Et puis je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort, voilà. Hein. À part ces 2 trucs vraiment super, ma vie, c'est de la merde. Hein. Vraiment. Je lis beaucoup en ce moment, du coup, hein, quand je m'emmerde, je lis. Je suis tombée dans les écrivains féministes, Simone de Beauvoir, tout ça, je connaissais pas. Ça console beaucoup hein, de lire des écrivains féministes, de voir qu'il y a des femmes qui ont eu des vies riches, hein, sans pour autant avoir ni de mari, ni d'enfants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette occasion, je me suis rendu compte que mes croyances étaient très fragiles, en fait, que j'étais très influençable, parce que avant, j'aimais pas du tout le féminisme, ça m'énervait même un petit peu. Et j'ai lu 2 bouquins, et maintenant, je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il faut peut-être pas que je lise Mein Kampf, moi. Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Hein. Il n'y a plus trop de romantisme, hein, c'est terminé. On cherche plus l'âme sœur. Hein. Ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre. En plus, on voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, je buvais un verre avec un mec et... il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Ouais, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein,
Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. Ouais, c'est... Ouais. Mais toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi Non, on fait pas ça, on est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi deviendra une monnaie d'échange dans le couple qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. C'est lourd même, je vois, comme pouvoir. Enfin, un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple. Hein. C'est binaire même. Hein. Genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces. Il reste. Hein. Non, mais même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique. Hein. Ça c'est. Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment qu'ils en peuvent plus. C'est quand ils nous disent non mais là tu me pompes. Ça c'est pas du présent de l'indicatif, hein, c'est de l'impératif vraiment. Je veux dire, là c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis il faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller vraiment. Quoi. Alors, puisqu'on parle de fellation. Je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc? Parce que c'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Non mais c'est simple a priori, il y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans, il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient? Je veux dire, personne ne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles, mais c'est assez rare quand même de... Et aussi, éventuellement, d'arrêter de nous dire, à un moment où on a peu de chance de pouvoir répondre, c'est bon, hein, c'est bon, tu l'aimes, hein. Si c'était bon, ça se saurait, d'accord? Il y aurait des Mr. Freeze saveur beat, peut-être. Merci, c'était Blanche, merci beaucoup. Non, c'est pas plus mal d'avoir un gros cul quand on est dépressif, je vais vous dire, parce que ça donne un but dans l'existence en fait. Maigrir, on sait pourquoi on se lève le matin, c'est ça. Et quand on a un but dans la vie, on se suicide moins. Moi, je me suicide beaucoup moins qu'avant. Alors bon, c'est aussi à cause de tout ce qui se passe aussi depuis quelques années là. Le djihadisme, Pray for Paris, Pray for toutes les capitales où ça se passe. Là, je suis un peu paumée moi spirituellement, c'est vrai. Et du coup, je me dis, le suicide, c'est risqué peut-être un peu. Hein. C'est vrai, c'est une belle idée en soi le suicide. Attention, hein, c'est une très belle invention. Genre, quand t'es au bout de ta vie, que tu te dis bon, bah, visiblement l'existence c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour moi. Tu te dis bon, au pire si ça tourne mal. J'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là c'est plus du tout une idée réconfortante parce qu'on se dit mais t'imagines, tu te suicides et boum, il y a une vie après la mort en fait. Encore cette merde. Non, c'était pas le projet en fait. Hein. En fait, t'as intérêt d'aimer la vie si tu te suicides en fait, parce que c'est peut-être pour toujours que tu te la cognes après. Moi j'ai très peur de la vie éternelle. À cause de ça j'ai et en plus, ils sont tous dessus, là, ça y est, c'est le projet, ils sont tous dessus, ils veulent supprimer la mort. Hein. Pour de vrai, c'est une vraie information. Google investit des milliards de dollars dans la recherche contre la mort. Hein. Mark Zuckerberg, notre père à tous, investit une grande partie de sa fortune dans la recherche pour la vie éternelle. C'est fascinant, quand même. Hein. Il y a les 3/4 des habitants de cette planète qui a l'espérance de vie d'un labrador cancéreux, à peu près. Et dans la Silicon Valley, on est là, ça fait chier de mourir d'un cancer à 85 ans. C'est fascinant, quand même. Non, mais c'est flippant. On est peut-être sur le point d'éradiquer la mort, là.
C'est flippant. C'est flippant. Moi, j'ai peur que ma mère l'apprenne en plus. Peut-être qu'il faut pas le dire à tout le monde si on le fait. Peut-être qu'il faut sélectionner les gens. Je sais pas. Mais enfin non, ça sera atroce. On peut pas faire. On peut pas supprimer la mort. Il ne faut pas supprimer la mort. C'est important, la mort, pour la vie. Non, mais c'est important. Je sais c'est parce qu'on a l'idée de la fin toujours quelque part dans notre tête qu'on peut supporter l'existence. C'est pour ça. Si on devait se lever tous les matins avec la certitude que nos emmerdes sont éternelles, on aurait envie de se flinguer tous les matins et on pourrait plus. Non, là, ça serait l'enfer, vraiment. Non, je pense qu'il faut garder la mort. C'est important. On va encore dire que je suis réac, je m'en fous. Ça fait partie des trucs qu'il faut garder quand même. Je pense plus globalement qu'il faut faire attention avec le progrès. Vraiment. Non, je dis cette phrase. Je le pense. On commence à faire n'importe quoi là quand même. Il y a des gens très riches là qui meurent du cancer, qui se font congeler. C'est normal, ça y est. Avec un post-it sur la porte du congélo. Foutez-moi 2 minutes au micro-ondes quand on sera moins con. Les gens commencent à faire ça là. Ribéry a acheté un caisson de cryogénisation. Tout le monde voit ce que c'est? Ribéry, tout le monde voit ce que c'est? Et ben le mec pense que ça serait bien qu'il fasse partie de la team du futur. Non, il faut faire attention là, vraiment, il faut garder son sang-froid, je pense un petit peu. Vraiment, je ne juge pas le fait d'avoir envie de vivre à une autre époque que celle-ci, qui n'est pas très riante, hein, j'en conviens. Moi-même, j'aurais voulu être née dans une autre époque, hein, bien sûr. C'est pas le... Et dans une autre personne aussi, d'ailleurs. Mais je parle pas de ma mère là cette fois. Je parle de moi, non, la pauvre. Je vais défoncer la chatte et après je vais gâcher sa vie. Non, je parle de moi. J'aurais voulu naître dans une autre personne que moi, c'est ça. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais voulu naître dans Leonardo DiCaprio. Ça m'aurait plu, vraiment. Être un artiste comme ça, avec des vraies convictions écolo, et baiser des putes sur des yachts, ça m'aurait plu. Ça m'aurait beaucoup plu. Et en plus, ça aurait été logique, parce que Leonardo DiCaprio, c'est l'anagramme de Blanche Gardin. Donc il y avait un truc... Ah non, pas du tout. Il manque pas mal de lettres. C'est dur les anagrammes. Je passe beaucoup de temps à faire des... Par contre, Carpe Diem, c'est l'anagramme de ça déprime. Ça, vous pouvez me croire sur parole, j'ai fait le calcul, ça marche. Carpe Diem. C'est la mode. Hein. Carpe Diem, il faut profiter. C'est pas très bon signe. C'est parce que... Moi j'ai essayé de profiter du moment présent, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, tout ça. Mais quand il se passe rien, c'est compliqué. En fait. Moi, il ne se passe plus rien dans ma vie. Ma vie privée est un désert événementiel. Vraiment, il ne se passe plus... Moi j'ai 40 ans, je suis célibataire depuis 4 ans maintenant. Il ne se passe plus rien dans ma vie. Mais les années passent, il ne se passe plus rien de nouveau. Il n'y a plus jamais... Si je mets des colliers, ça c'est nouveau. Voilà, ça c'est la nouveauté, 2017. Je mets des colliers. Oui, je mets des colliers. Je me dis, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. Voilà. Au moins, tu ressembles à quelque chose. Pas à quelque chose de génial, mais à quelque chose d'identifiable pour les gens, quoi. Les gens se disent, tiens, une femme de lettres. Bon, ouais, je me dis, ça c'est bien, j'existe. Je suis à 2 doigts des lunettes avec les chaînettes, là, je sens que ça va m'arriver. Mais c'est pas grave en même temps, parce que je trouve ça touchant comme objet. Non, les lunettes avec la chaînette, c'est vrai, c'est touchant cet objet. C'est quand même un signe extérieur de solitude extrême, cet objet. Enfin, je veux dire, les lunettes avec la chaînette, c'est pour moi... Enfin, c'est surtout un signe de niveau de gestion de la solitude qui m'intéresse beaucoup. J'en ai quand même affaire à une nana qui vit seule, qui est complètement bigleuse, hein, qui a égaré ses lunettes un jour dans son appartement comme ça, qui a vécu 3 jours en panique totale, essayé de chercher la sortie, qui n'a pas trouvé, qui s'est dit je vais crever là, on va me retrouver par l'odeur, quoi. Les pompiers vont me ramasser à la pelle dans 3 semaines, c'est ça qui va se passer. Elle est là, elle a probablement fini les 4 fers en l'air dans son couloir à gémir, c'est fini, elle est comme ça. Dans un ultime instinct de survie, elle cherche à tâtons sous la commode la gamelle du chat pour se nourrir. Une dernière fois, comme ça, elle retombe miraculeusement sur ses lunettes. Et elle se dit qu'à cela ne tienne, je me les arrime au corps, ces lunettes. Je veux vivre. C'est ça qu'elle se dit. Le premier objet devait être un peu fou, ça devait être fabriqué avec de la ficelle à gigot, du gros scotch marron, il y avait un truc... Il y a une rage de vivre chez ces nanas qui m'intéresse beaucoup, moi. C'est vrai. Ça se voit pas tout de suite, à première vue, je suis d'accord, parce que souvent c'est des nanas qui travaillent dans l'édition, qui portent des chandails marrons, mais il y a une rage de vivre souterraine
qui m'intéresse beaucoup, moi. Je trouve que c'est un message d'espoir, ces femmes, pour nous, les femmes de 40 ans. C'est vrai. Bonsoir. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin avec cette histoire d'égalité des sexes? Je suis désolée. C'est une vraie question. Moi, quand je me lamente auprès de mes amis, souvent les gens me disent « Mais oui, mais c'est parce que tu leur fais peur, tu vas sur scène, t'es indépendante. » Mais ça suffit. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas été trop loin, véritablement? Parce que quand il s'agit de sexualité, de désir, je pense qu'on quitte le domaine de la raison. On n'est pas dans, on est dans le reptilien, on est dans l'instinctif, on est dans le Cro-Magnon. Genre, qu'est-ce qu'elle veut, Madame Cro-Magnon? Madame Cro-Magnon, elle veut un mâle alpha qui va bien garder la caverne. C'est ça qu'elle veut. Et le mâle alpha, c'est pas le mec qui va dans des spas, qui met de la crème, qui fait de la trottinette, qui vapote et qui fait la vaisselle, même quand on leur a pas demandé de faire la vaisselle. Je suis désolée, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la femme désire un homme qu'elle peut potentiellement craindre, c'est ça. Il y a quand même cette idée d'intrusion, de violence dans le rapport hétéro, dans l'essence même du rapport hétéro. Il y a de la violence et de la domination. La première fois au lit pour une fille avec un garçon, il s'agit quand même beaucoup pour la fille de se laisser faire quand même. Hein. C'est pas du viol caractérisé, bien sûr, parce que ça se passe étape par étape. Le garçon fait en sorte que la fille ait pas l'impression que tout ça se passe sans son consentement. Hein. C'est la technique du pied dans la porte, hein, un petit peu. Enfin, du doigt dans la chatte, en l'occurrence. Mais il y a cette idée de violence, d'intrusion, et les hommes en ont même pas conscience. En plus, c'est pour ça que c'est pas un terrain de bataille. Les hommes n'ont pas conscience de la violence qu'ils nous infligent dans la sexualité du tout. Les hommes expérimentent des choses, tout simplement. Je pense que le corps des autres est un terrain de jeu pour l'homme, et il essaye des choses sans penser à mal. C'est comme quand on file un jeu d'éveil à un singe. C'est pareil. On a tous vu ces images de laboratoire, hein, avec le chimpanzé en train de galérer avec un jeu d'éveil comme ça, avec un chercheur qui prend des notes à côté. Vous voyez ces images, hein, avec le singe qui essaye de mettre le cylindre dans le carré, ça marche pas. Dans le triangle, ça marche pas. Et une fois que le singe a repéré que le cylindre rentrait dans le trou rond, il va répéter cette action. Hein. Il va répéter cette action, tout simplement. Mais si le cylindre rentre aussi dans le trou en forme d'étoile, en forçant un peu, hein, imaginons si les formes sont un peu flexibles, par exemple, et que le chercheur qui l'observe ne le sanctionne pas à ce moment-là, en lui administrant un petit coup d'électricité, par exemple, et ben si le singe trouve ça fun de mettre le cylindre dans l'étoile, il va répéter cette action. Hein, le cylindre dans l'étoile, le cylindre dans l'étoile. Les hommes, c'est pareil. Non, je dis pas que les hommes sont des singes. C'est pas ce que je dis. Non, les singes ne bombardent pas les gens pour les convertir à la démocratie, par exemple. Mais c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que comme on les sanctionne pas, ils en ont pas conscience. Et ça doit pas être un terrain de bataille politique entre l'homme et la femme, cette histoire, parce que ça n'a rien à faire dans la sexualité, l'égalité. Moi, j'ai couché avec un Américain, pour documenter mon propos. Je suis partie en reportage là-bas, et avec un New-Yorkais, j'ai vu ça. Et le New-Yorkais, après le Québécois, c'est ce qu'on fait de mieux en termes d'intégration par le mal de l'égalité des sexes. C'est très intégré chez eux, à tel point que la parité est vraiment appliquée à la sexualité complètement, quoi. Et bon, on se fait chier, quoi. J'ai pas compris ce qui se passait du tout. À un moment, le mec était derrière moi. Tout allait bien, tout était très agréable, vraiment très bien. Bravo, monsieur, très très, très bien. Et tout d'un coup, lui vient cette idée géniale de mettre une fessée. D'habitude, on fait comme si on n'avait pas vu, pas entendu, puis ça passe comme ça. Mais là, non, il cherche le consentement, le gars. Donc, il cherche le regard comme ça, puis une fois qu'il met comme ça dans les yeux, il me montre sa main avant de la mettre. Il me dit, is it okay? Is it okay de quoi? Is it okay? Qu'est-ce que... Tu me demandes la permission, mais je suis pas ta mère, moi. Mais quelle sorte d'inversion étrange c'est? Tu t'apprêtes à m'infliger une punition pour une faute que je n'ai pas commise, déjà. Situation absurde qu'il faut accepter. Hein, et tu me demandes si tu peux... on ne propose pas une fessée, on inflige une fessée. C'est comme ça. Un gosse qui fait chier, tu vas pas lui dire est-ce que tu veux bien que maman te mette un gros coup de cutter dans les joues ou tu préfères pas? On dit pas ça. Enfin, j'ai pas d'enfant, je sais pas comment on sanctionne les bêtises, mais on s'est compris. Il faut laisser ces histoires d'égalité en dehors du lit, c'est important. Je suis féministe, hein, je suis profondément féministe, attention. Je dis souvent du mal des fémènes, c'est vrai, mais c'est parce que je suis jalouse, tout simplement. C'est juste que moi, avec la gueule que tirent mes seins aujourd'hui, si je m'écrivais quelque chose sur la poitrine, on comprendrait pas bien le message. Mais
je suis féministe, je suis profondément féministe, vraiment. Je pense que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes chances dans la vie, les mêmes droits, les mêmes salaires partout dans le monde, évidemment. Mais je suis pas totalement féministe. Parce que moi, je mets des talons, par exemple. Une fille qui met des talons n'est pas totalement féministe. Parce que c'est quoi mettre des talons? Mettre des talons, c'est assumer, c'est vouloir, à un moment, à un endroit, quand on le décide, être réduite à l'état de gazelle fragile à qui tu peux péter les pattes arrière à tout moment. C'est ça, mettre des talons. Alors pourquoi on continue d'en mettre des talons? C'est bien que quelque chose résiste. C'est bien qu'à un endroit, on veut un dominant et un dominé. Et dans les sociétés dans lesquelles on vit, dans les sociétés où les tâches domestiques sont censées être également partagées par l'homme et la femme, c'est très bien ce partenariat pour la vie quotidienne, c'est très agréable, mais je suis désolée, on peut plus baiser. Tu peux plus baiser. Tu peux pas faire semblant d'être bousculé par ton bonhomme parce qu'on est samedi soir, que la vaisselle est faite, que les mômes sont couchés. Tout d'un coup, t'inventer un personnage de proie fragile et apeuré au lit. Quoi, je sais pas si je suis d'accord, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est ridicule. Et le mec non plus, il va pas se risquer à te foutre bestialement la tête dans l'oreiller s'il sait qu'à tout moment, il peut se prendre un putain, mais il pue les draps, Ludo, t'avais dit que tu ferais une machine, merde, tu fais chier, on peut pas compter sur toi, petite bite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Merci. Bonsoir. C'est bien sûr une année très triste pour le cinéma. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en noir. Et en même temps, il faut se réjouir, bien sûr, il faut se réjouir parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense, assez vite. C'est est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Parce que c'est-à-dire que si on n'a plus le droit, alors il faudra apprendre des textes. Il faudra passer des castings et on n'a pas le temps. Franchement, je vous le dis, on n'a pas. Vous savez combien de temps il faut pour faire ça, là, ça? Et c'est que ça, hein, bien sûr, c'est que ça. Imaginez les belles, imaginez Pénélope Cruz. C'est beaucoup de temps d'entretien, de décoration. C'est beaucoup de. Il faut. On va pas décider de ça ce soir, bien sûr, mais il faudrait y penser. Bonsoir. Bonsoir. Faites ouais, grosse. Faites wesh ma gueule. Ouais, bon, je sais, c'est bon, je fais pas le poids à côté de Chicken Boubou. Hein, bon. En même temps, on joue pas dans la même catégorie, je crois. Hein. Enfin, à part peut-être au niveau des bzézouls, je sais pas. Non, moi, je vais pas pouvoir vous balancer le charme du ghetto. Hein. Moi, je m'appelle Blanche, je viens du Périgord et j'ai beaucoup de mal à m'intégrer dans le hip-hop. Non, c'est vrai, faut que je dise quoi, moi? Ouais, foie gras represent. Bergerac break it down. Non, pourtant, le langage jeune, je connais. Hein. Avant d'être là, moi, j'étais éducatrice. Alors, mon premier poste d'éduc, c'était éduc de rue. Alors, éduc de rue, le principe, c'est tu vas voir les lascars dans la rue et tu leur fais la morale. Avec mon gabarit, je me suis bien éclatée. Enfin, ils m'ont bien éclatée. Non, sur le contrat, il y avait marqué l'objectif est d'approcher le jeune. Le contrat, j'ai l'impression que c'était un billet d'entrée pour le saut de Vincennes. Alors, j'allais voir les mecs comme ça dans la rue et je faisais, dès que je captais un regard de jeune oisif, je faisais voilà, c'est pas bien ce que t'es pas en train de faire là. Ouais, parce qu'en fait, une de mes premières techniques, c'était de mettre des mots rebeux dans mes phrases. Alors là, je le dis pour toutes les têtes de blanc qui voudraient se lancer dans le social, cette technique ne marche pas. Hein. Non. Pas du tout. Parce qu'il y a des rebeux dans la salle, là? Ouais, parce que ça vous chiffonne hein, quand les Français de souche mettent des mots rebeux dans leurs phrases. Hein. Ça vous défrise en vérité. Hein. Pourtant, je trouve ça super émouvant quand vous mettez des mots français dans vos phrases. C'est super marrant, sérieux, ça déconne. Non, mais j'ai arrêté le social en fait parce que j'aimais pas le café. Il y a trop de café dans le social, c'est un truc de ouf, c'est une institution le café. Hein. Non, une cafetière qui tombe en panne dans le social, c'est 3 semaines de grève, on bloque tous les avions, ils restent au sol. Toute la journée comme ça avec ta tasse de café. T'as refait du café, Micheline? T'as refait du café là? Mais même les jeunes, ils nous disaient, ils arrivaient dans le local, ils disaient vas-y Blanche, arrête le café, faut cligner des yeux des fois, les yeux ils vont sécher sur la tête de ma mère. Non, puis il y a un truc que j'aimais pas aussi, c'était d'emmener les gamins au tribunal. Moi, ça me fendait le cœur à chaque fois. Une fois, j'emmenais un gamin chez le JAP, pas au resto, hein, chez le juge d'application des peines, parce qu'il devait faire des tiges. Vous savez ce que c'est, les tiges? Les travaux d'intérêt général, ça va, vous êtes tous au courant. Enfin, c'est surtout des travaux qui n'ont aucun intérêt en général, mais le principe est marrant, en fait. C'est quand t'as fait le méchant en ville, tu vas faire le tige en forêt. Donc, on arrive chez la juge, elle sort son gros dossier... Bon, alors aujourd'hui, vous êtes là pour outrage et violence sur agent du service public. On vous a également vu en train de déféquer au fond d'un bus. Ok.
Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, sur la tête de ma mère, il a dit ça, je te jure, bien sûr, bah ouais. Ouais, mais je sais pas, on est où là? On est où? Bobigny, on a Bobigny, ouais. Bah, 2 minutes, pendant 2 minutes. Non, c'est un petit procès vite fait, hein. Ouais. Non, mais c'est moi qui ai tout fait, madame, c'est moi, mais t'as vu, je suis mineure, donc je taille après, en fait. Ah, moi, je savais plus où me foutre, moi. J'étais là, la juge, elle me regardait, genre, mais vous servez à quoi exactement? Plus le juge me parlait, plus je m'enfonçais dans mon siège, comme ça. J'ai fini par trouver une place entre 2 acariens. Excusez-moi, je peux rester là 5 minutes, ça t'arrange pas. En tout cas, moi, j'aurais pas aimé être éduc de rue à Montfermeil ces derniers temps, là. C'était chaud, quand même, à Montfermeil. Hein. Enfin, en même temps, le maire de Montfermeil, il est bizarre aussi. Il fait des lois bizarres, lui. Hein. Il y a quelques temps, on pouvait plus se balader à plus de 3 dans le centre-ville. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe exactement quand on passe de 3 à 4 personnes? Ça veut dire les mecs qui se baladent à 3, c'est toujours des gens bien funky, et le 4e, c'est toujours un fouteur de merde. C'est chelou quand même, hein, t'imagines? Bah ouais, tranquille, bien, ouais. On est 3, on va à la bibliothèque. Mais non, parce que là, le 4e intervient, dit le chétan. Et là, c'est le drame. Wesh les mecs, qu'est-ce qui se passe? Faites quoi là? À la bibliothèque? C'est un truc dans les binoclars, ça. Venez, on est 4, on est des oufs, on va chier dans les bus. Merci, c'était Blanche. Bonsoir, non. Merci, mais non. Non, parce qu'en fait, je vais arrêter le métier. Si, non, vous savez pas de quoi vous parlez. Vous avez des métiers normaux, vous êtes banquier ou je sais pas. Non, moi j'arrête le métier parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre. Une identité, une cause, quelque chose. Et moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord? Donc, non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et encore, je dis, je suis une femme, même pas tout le temps. On n'est pas une femme tout le temps, d'ailleurs, quand on est une femme, c'est vrai. Moi, le matin, quand je prends mon café, je suis pas une femme, par exemple. Je suis pas une femme jusqu'à 11h45 à peu près, je suis pas une femme. On ne se connaît pas, mais moi le matin, voilà, je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça. Mais je suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme, même pas. Alors par contre, on sait quand on devient une femme. Ça, moi, je sais très bien quand je suis devenue une femme. Je suis devenue une femme, moi, le jour où j'ai couché avec un homme marié. C'est là que je suis devenue une femme. C'est là, précisément. Non, parce qu'on a tendance à dire qu'on devient une femme quand on a ses règles. Moi, pas du tout. Moi, quand j'ai eu mes règles, ça m'a pas du tout. Enfin, si, j'ai pris conscience que j'étais complètement dépressive quand j'ai eu mes règles. Parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, on est triste hein, un peu avant les règles et pendant les règles. Moi, ça ne change rien du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème. Voire même, je suis plus gaie pendant les règles, moi. Donc, c'est vraiment un problème de chimie interne. Mais par contre, le jour où tu te fais doigter par une main avec une alliance dessus, là, il s'est passé quelque chose, là. Là, le roman peut commencer vraiment. Hein. Là, c'est bonjour Anna Karénine, bonjour Emma Bovary. J'ai enfin la certitude que ma vie va mal finir. Je suis une femme. C'est là, c'est ce moment précis. C'est la vision de la main du mec avec l'alliance dessus, entre tes cuisses, qui te fait devenir une femme brutalement. C'est ça, c'est cette image. D'ailleurs, il faut préciser, c'est pas le doigt qui est bagué qui doite, hein, bien sûr, évidemment. Hein, je pense que c'est pour ça hein, qu'on met l'alliance au 4e doigt. Bien sûr, parce que c'est le seul doigt qui n'a aucune chance de se retrouver dans une chatte, hein, ce doigt-là. Enfin, parce que tu ne fais rien avec ce doigt-là tout seul. C'est le doigt au chômage tout seul. Tu n'emploies pas ce doigt-là. Même pour une petite action, même swiper sur un écran tactile, tu ne prends pas ce doigt-là. Hein, à part si t'es ébéniste et qu'il te reste que celui-là, alors là, oui, forcément. Là, tu n'as pas le choix. Mais je pense que c'est pour ça. On met l'alliance au 4e doigt pour ça, parce que sur ce doigt-là, aucun risque que l'alliance soit souillée par de la mouille de maîtresse. Donc voilà, donc oui, je suis une femme. Donc c'est vrai que des fois je me dis, mais t'es une femme, c'est une identité, ça, femme, t'as qu'à parler de ça, du fait d'être une femme, tout ça. Mais en même temps, je sais pas, est-ce que les discours féministes, au bout d'un moment, ça casse pas un peu les couilles? C'est vrai, non, parce que je suis féministe, hein, je suis profondément féministe. Je suis tellement féministe que pendant très longtemps, moi j'ai eu un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet, quand même à côté de mon lit. J'ai fini par enlever au bout d'un moment, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux mecs. Apparemment, c'était pas ça. Bon, mais je suis féministe, bien sûr. Mais j'étais quand même embêtée avec tous les débats qu'il y a eu l'année dernière, parce que bon, déjà trop de bruit, tout le monde parlait en même temps, c'était épuisant, on pouvait pas réfléchir. À un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que bon, déjà, je les lisais pas, moi, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Si, il y en avait qui étaient
Il y en avait des salés quand même. Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Mon N+1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du 2e semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses 2 mains sur mes seins, il me pince les têtes. On arrête de chauffer les gens là. Il y a des gens à qui n'arrive rien, je le rappelle quand même. Mais c'était compliqué, tout le monde parlait que de ça. Et j'ai l'impression qu'on jugeait à l'emporte-pièce certains trucs, il y avait des trucs. Le consentement, c'est plus compliqué que ce qu'on a voulu. Je veux dire, on a pensé qu'on allait tout régler avec une formule. Quand c'est non, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Hein. Enfin, je veux dire, si moi j'avais refusé de coucher à chaque fois que j'avais pas eu envie, je serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois, quoi. Enfin, c'est la réalité. On le sait, les femmes, une fois qu'on est dans une relation, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors, ça posait pas de problème avant, parce qu'avant, il y avait un échange avec le mec. C'est-à-dire qu'avant, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser, mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il sortait, il allait couper du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes, et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite, et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win, il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange, tu rentres d'une journée de boulot, t'es crevé, il faut lui sucer la bite s'il a envie d'avoir la bite qui fait qu'il sucer, et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise là, il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça, entièrement, alors qu'on n'en a pas envie, mais même une sainte ou Mère Teresa, aussi, il faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour pas demander de contrepartie, je veux dire. Et les saintes, elles couchent pas, hein, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix au sein des couples, et entre les hommes et les femmes, peut-être que ce serait bon que dans le couple, les hommes versent un salaire aux femmes pour tout le sexe qu'elles font sans en avoir envie. Moi, franchement, je le ferais même avec des inconnus dans le besoin, si on me payait pour le faire. C'est vrai. Enfin, je veux piquer le boulot de personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Tout ça, c'est une année compliquée quand même c'est surtout compliqué pour les hommes. Hein. Là, je pense que c'est très compliqué d'être un homme aujourd'hui. C'est compliqué d'être un homme hier aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est compliqué. Ça sera encore plus compliqué d'être un homme demain, peut-être. Moi, j'aurais pas voulu être un homme. J'ai jamais eu cette envie-là. Parce que j'ai toujours pensé que c'était vraiment compliqué. Quand même, quand on pense... Le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander, quoi. Son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine. On est d'accord? L'homme, lui, il doit bander. Et l'origine de la virilité, elle est là, d'ailleurs. Tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo une fois que t'as réussi à faire ça. Mais c'est l'enfer de devoir bander, la parano que ça doit créer. Et moi, je n'ose même pas imaginer. Moi, je me suiciderais, je ne supporterais pas, je pense. La parano. Alors, parano injustifiée en plus, en réalité. Et je tiens à rassurer les hommes qui ne le seraient pas ce soir. Parce qu'en réalité, non, aucune femme ne va humilier un mec qui bande pas au lit. Ça n'existe pas. Le mec qui dit excuse-moi, chérie, je bande mou, désolé. Eh ben, débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la moi dedans. Non, ça ne vous arrivera pas. Vous pouvez être tranquille là-dessus, ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, on comprend la difficulté. Moi, vraiment, de ce point de vue-là, je pense que c'est plus simple d'être une femme. Surtout que c'est même pas fini une fois qu'on bande, en fait. C'est que le début. Parce que la virilité exige la bandaison suivie de la pénétration. C'est tout le voyage qui rend viril. C'est tout le truc. C'est pour ça que, dans un contexte de séduction, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise, techniquement, pour être rassurée narcissiquement en tant que femme. Nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on voit dans les yeux du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça qu'on veut voir. Qu'on pourrait le transformer en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser, on n'est pas des sauvages. Je veux dire, c'est ça. Donc oui, on est différents. Mais je pense que c'est dur pour un garçon, cette histoire de bandaison. Surtout qu'en plus, il a tout ça à faire
pour en plus assurer la partition qui est même pas la plus riante du sexe, parce qu'on le sait, tout le monde le sait, que ce qu'il y a de plus fun dans le sexe, c'est d'être pénétré, c'est pas de pénétrer. Enfin, je veux dire, même les mecs hétéros le savent dans la salle, hein, je veux dire, je sais que vous en parlez pas beaucoup entre vous, mais nous on sait comment ça se passe. On sait, bien sûr, au début de la relation, quand on approche comme ça, un petit doigt de vos fesses, vous faites « Bah non, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi ?» Puis quelques semaines après, c'est « Bon, d'accord, mais juste une noisette, hein. » Et que quelques mois après, c'est vous qui suppliez « Eh, tu peux refaire le... » C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, hein, c'était pour vous défendre. Voilà, merci de m'avoir écouté. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo, mais c'est vrai il y a des gens que ça inquiète. Mais je suis pas écolo, moi, je suis pas écolo du tout. Je n'ai pas d'enfant, moi, donc pour moi, la vie s'arrête à la mienne. Donc et même si ça va un peu plus vite que prévu, j'aime pas le ski, de toute façon. Donc, non, je déteste les sports d'hiver, vraiment. C'est monter, descendre. J'ai pas besoin de faire un sport qui me rappelle que je suis bipolaire, merci. Je déteste le ski. Les sports d'hiver et le soir, là, observer des couples qui s'engueulent en chuchotant dans des restos qui puent le fromage, merci. Non, vraiment. Parce que la dernière fois que j'étais au ski, moi j'étais au ski seule. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus triste au monde que d'aller au ski seule? En dehors d'une maman érythréenne qui trouve plus son petit à l'arrière du Zodiac au milieu de la Méditerranée, je veux dire. Hein, sur notre échelle de tristesse à nous, je veux dire. C'est vrai, c'est chiant d'aller au ski seul. Donc non, je suis pas écolo. Je suis pas écolo. J'achète des produits bio, mais pour moi, pour manger, pour le visage, mais pour les chiottes, j'achète du Bang. Hein. J'achète les trucs qui marchent. Hein. Enfin, non, je suis pas écolo, je suis égolo. C'est ça, mon truc. Je suis pas fière de ça, hein, pas du tout. Je vous le dis, j'en suis pas fière. C'est pas. J'aimerais bien, dans le fond, être plus écolo, bien sûr, mais j'aimerais bien avoir une cause, moi, c'est ça, surtout. Parce que je vois bien, en plus, la nouvelle génération, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre, une identité, un truc. Et moi, j'ai rien. Moi, enfin, j'ai pas de spécificité. Je veux dire, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas antisémite. Je suis rien du tout, moi. C'est vrai, il y a des antisémites ce soir? Je sais pas, il paraît que ça revient, donc ça doit revenir. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Hein. C'est quand même complètement con d'être antisémite en 2019. C'est les gays qui contrôlent tout aujourd'hui, non? C'est plus les juifs. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, des fois, je me dis, j'aimerais bien faire partie d'un groupe. J'aimerais bien représenter un groupe. J'aimerais bien, je me dis que ça doit être bien de pouvoir dire, hey, nous, c'est ça, nous, c'est ça. Et on souffre. Mais j'ai pas de, non, j'ai pas de, enfin si, je représente un groupe, mais mon groupe est nul, quoi. Mon groupe est désespérant, quoi. Je veux dire, les femmes blanches, hétérosexuelles, de 42 ans, consommatrices d'anxiolytiques. Bon, c'est pas une identité, c'est un cercueil. Hein. Je n'ai rien à vendre sur le terrain de l'identité, c'est ça. En plus, je m'appelle Blanche. Bon, c'est nul. C'est nul. Enfin, je sais qu'il y a des Céline et des Stéphanie dans la salle hein, qui doivent se dire, bah, si elle veut, on échange. Hein. Mais en vrai, c'est chiant. Non, en vrai, c'est chiant, vraiment. Attention aux prénoms atypiques. C'est pénible, très longtemps, les prénoms atypiques, vraiment. Je sais que j'aurai ma revanche un jour, bien sûr. Je sais qu'ils vont moins rigoler à 80 balais, ceux qui se foutaient de ma gueule à l'école, là, les papis Kevin et mamie Jennifer, ils vont moins rigoler. Hein. Mais en attendant, je n'ai pas l'âge de mon prénom, moi. C'est ça. J'attends. J'attends, quoi. J'attends. Donc c'est pour ça sur le terrain d'identité, j'ai pas de. C'est pour ça que je sens que j'ai besoin d'une cause et en plus moi je viens d'une famille où c'était révolutionnaire. Moi je viens du milieu des intellos de gauche, donc mon père a eu sa carte du Parti communiste toute sa vie. Moi j'ai grandi avec un poster de Lénine dans ma chambre. À 5 ans je jouais à faire des manifs. C'était un jeu. Je tournais en rond dans le salon comme ça. Les bourgeois c'est des salauds. Les bourgeois c'est des salauds. J'allais voir ma sœur au premier étage. Les bourgeois c'est des salauds. Je descendais l'escalier, je croisais la femme de ménage dans l'escalier. Les bourgeois, c'est des salauds. J'y étais, quoi. J'étais dedans, quoi. Je comprends pas ce qui s'est passé. Merci, bonsoir. Waouh. Je suis pas écolo, mais je pense qu'on pourrait éteindre une lumière ou deux ici, non? Non, je suis pas écolo. Je suis pas très sensible. Pas sensible au réchauffement climatique. J'aime pas le ski déjà. Donc.
On fout du ski. Monter, descendre, monter, descendre. J'ai pas besoin de faire un sport qui me rappelle que je suis bipolaire. Donc, non. Et puis, je pense que la fibre écolo, c'est quelque chose qui se commande pas, en fait. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est comme la foi ou le sida. De toute façon, je trouve que ce métier devient de plus en plus difficile, justement, quand on n'a pas de cause comme ça. J'ai l'impression que tous les humoristes, maintenant, qui montent sur scène, ils ont une cause, une identité à défendre, quelque chose. Et moi, j'ai rien. Moi, j'ai pas de spécificité. Moi, j'ai pas... Je suis pas écolo, je suis pas végane, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas polyamoureuse, je suis pas noire, je suis pas obèse, je suis même pas juive, je suis rien en fait. Moi j'ai l'impression, moi je suis une femme blanche, hétérosexuelle de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, on est d'accord. Enfin, je sens que je n'ai rien à vendre quoi aujourd'hui, c'est ça. Et encore, je dis je suis une femme. Même pas tout le temps, en fait. Hein. Parce qu'on n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme. On n'est pas une femme tout le temps. C'est vrai. Moi, le matin, quand je me lève, je suis pas une femme. Enfin, on ne se connaît pas, mais je vous assure que le matin, quand je me lève, je suis pas une femme. Hein. Je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça. Je suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme. C'est important de le dire. Par contre, on sait quand on devient une femme. Ça, oui. Moi, je sais que je suis devenue une femme le jour où j'ai couché avec un homme marié. C'est là que je suis devenue une femme. Non, parce qu'on a tendance à dire qu'on devient une femme quand on a ses règles. Moi, pas du tout. Pas du tout. Moi, le jour où j'ai eu mes règles, j'ai surtout pris conscience que j'étais complètement dépressive. Parce qu'on m'avait dit, oui, tu vas voir, on est triste hein, pendant les règles et un peu avant. Moi, ça ne change rien du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème. Voire même, je suis plus gaie pendant les règles, moi. Donc, je pense vraiment qu'il y a un problème de chimie interne. Mais par contre, le jour où tu te fais doigter avec une main, avec une alliance dessus, là, il se passe quelque chose, là. Là, le roman peut commencer vraiment. Là, c'est bonjour Anna Karenine, bonjour Emma Bovary. J'ai enfin la certitude que ma vie va mal finir. Je suis une femme. C'est là, c'est à ce moment-là. C'est l'image de la main du mec avec l'alliance dessus, entre tes cuisses, qui te fait devenir une femme brutalement. C'est ça. C'est ça, la réalité. D'ailleurs, il faut préciser que c'est pas le doigt qui est bagué qui doite, hein, bien sûr. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met l'alliance au 4e doigt. Ah oui, bien sûr, parce que c'est le seul doigt qui n'a aucune chance de se retrouver dans une chatte, hein, ce doigt-là. Parce qu'on ne fait rien avec ce doigt-là tout seul, tu ne fais rien. C'est le doigt au chômage, tout seul, tu ne fais rien avec ce doigt-là. Même swiper sur un écran tactile, tu ne prends pas ce doigt-là. Donc, à part si t'es ébéniste et qu'il te reste que celui-là, là, oui. Parce que tu n'as pas le choix. Mais autrement, voilà. Non, je pense que c'est pour ça on met l'alliance au 4e doigt. Parce que sur ce doigt-là, aucun risque que l'alliance soit souillée par de la mouille de maîtresse. Donc oui, je suis une femme. Je suis une femme, mais... Donc des fois, je me dis, c'est bien, t'es une femme, c'est une identité, ça. T'as qu'à parler de ça, du fait d'être une femme. Les femmes. Et en même temps, je me dis, au bout d'un moment, est-ce que les discours féministes, ça casse pas un peu les couilles? C'est vrai, parce que moi je suis féministe, hein, je suis profondément féministe. Je veux dire à quel point je suis féministe. Pendant très longtemps, j'ai eu un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet. J'ai enlevé il n'y a pas très longtemps, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux hommes, que c'était pas bien de faire ça. Apparemment, c'était pas ça. Bon, mais je suis profondément féministe. Je suis féministe. Mais c'est vrai que l'année dernière, tous les débats, j'étais un peu embêtée, parce que trop de bruit, on pouvait plus réfléchir. Trop de bruit. Il y a un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que... Alors déjà, je les lisais pas, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Si, il y en avait quand même qui étaient... Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Mon N+1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du 2e semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses 2 mains sur mes seins. Il me pince les têtes. Oh, on arrête de chauffer les gens. C'est vrai, enfin, je veux dire, il y a des gens à qui il n'arrive rien, je le rappelle quand même. Mais c'était compliqué, tout le monde parlait que de ça, et on a eu des jugements quand même. L'histoire du consentement, c'est complexe quand même. On a cru régler tout le problème avec une formule. Quand c'est non, c'est non. Mais une fois que tu as dit quand c'est non, t'as rien dit. Parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Enfin, je veux dire, moi, si j'avais refusé de coucher à chaque fois que j'en avais pas eu envie,
je serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois. Enfin, on le sait quand même que nous, les femmes, une fois qu'on est en relation avec quelqu'un, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors ça posait pas de problème avant, parce qu'avant il y avait un échange. Et bien sûr, avant voilà, tu baisais aussi souvent que le mec voulait, mais en échange, tu avais une sécurité matérielle, il y avait un confort, il y avait quelque chose. Je veux dire, en plein hiver, il sortait pour couper du bois, il tuait un chevreuil pour te nourrir et te faire des vêtements avec, et il rentrait, tu lui suçais la bite, même si ça sentait un peu le castor, mais il y avait un win-win, il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus cet échange. Il n'y a plus cet échange. Donc, tu devrais coucher avec lui aussi souvent qu'il veut, comme ça, puis après écouter ses problèmes, et ensuite aller au boulot. Non, là, il y a un malaise, évidemment qu'il y a un malaise. Je veux dire, il y a quelque chose de fondamentalement bon et pur dans le fait de se donner entièrement comme ça à quelqu'un quand on n'en a pas envie. Mais il y a que les saintes ou Mère Teresa pour le faire sans contrepartie. Et les saintes, elles sont pas branchées cul, hein, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour rétablir l'équilibre et la paix entre les hommes et les femmes, c'est que dans le couple, l'homme verse un salaire à la femme pour tout le sexe qu'on fait sans en avoir envie. Ce serait bien ça. Moi, je le ferais même avec des inconnus dans le besoin. Hein, si j'étais payée pour le faire, bien sûr. Enfin, je veux piquer le boulot de personne, c'est pas ça que je veux dire. Mais bien sûr. Tout ça pour dire que c'est complexe quand même, tous ces problèmes. Peut-être qu'on peut pas... Enfin, je suis pleine de commisération pour les hommes. Je trouve que c'était une année compliquée pour les hommes, et il faut le dire un petit peu. Ça doit pas être facile d'être un homme. Je le pense sincèrement. Moi, j'aurais pas voulu être un homme. Parce que quand même, quand on y pense, le premier défi qui se pose à l'homme dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander. Son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine, on est d'accord. L'homme doit bander. Et c'est monstrueux, mais l'origine de la virilité, c'est ça. Tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo, évidemment. Mais l'enfer que ça doit être, mais c'est une prison, cette bite. C'est une prison. La parano que ça doit créer de devoir bander, mais j'ose même pas imaginer. Mais moi, je me suiciderais. Franchement. La parano injustifiée, en fait, objectivement. Enfin, je tiens à rassurer les hommes qui ne seraient pas ce soir. C'est pas vrai. Aucune femme ne va humilier un mec qui bande pas au lit. On ne fait pas ça. Le mec qui fait excuse-moi chérie, je bande mou, désolé. Eh ben débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la moi dedans. Non, ça n'arrivera pas. Ça ne vous arrivera pas. Vraiment. Vous pouvez être rassurés là-dessus. Ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même beaucoup plus simple d'être une femme. D'autant plus que c'est même pas terminé une fois qu'on bande. Parce que la virilité exige la bandaison, suivi de la pénétration. C'est tout le voyage qui nécessite... Non, mais c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans un contexte de séduction, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise, techniquement, pour être rassurées narcissiquement en tant que femme. Nous, non. Nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on sent dans le regard du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça. On se sentir qu'on pourrait te transformer en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser, on n'est pas des sauvages. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que c'est même pas pour assurer la partie la plus riante du sexe qu'ils ont tout ça à faire, les hommes. Parce qu'on le sait que dans le sexe, ce qu'il y a de plus fun, c'est de se faire pénétrer. C'est pas de pénétrer. Même les hommes hétéros de la salle le savent. Bien sûr, je sais que vous en parlez pas beaucoup entre vous. Mais nous, on sait. On sait comment ça se passe. On sait qu'au début d'une relation, un soir où on est un peu hardi et qu'on approche dangereusement le petit doigt de vos fesses comme ça et que vous faites « Bah non, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là ?»
Et quelques semaines après, c'est bon, d'accord, mais juste une noisette. Hein. Et qu'un an après, c'est vous qui demandez tu peux refaire le. Merci. Ça fait rêver tout de suite. Hein. En même temps, la vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. Hein. Non, c'est vrai, je peux pas démentir. Hein. Moi, par rapport à lui, je suis super trash. Hein. Je bois de l'alcool, je trompe mon mec dès que je peux. Non, je déconne. Hein. Je bois pas d'alcool quand même. Bon, je suis la première fille à arriver sur scène ce soir. Il y a des filles un peu? Et est-ce qu'il y a des belles filles ce soir? Ah non, ça c'est pas possible. Je suis désolée, moi j'ai les chiffres. Hein. Non, il y a encore 40% de la population féminine qui vit en dessous du seuil de bogosité. Hein. Donc, non, je suis désolée, je suis obligée de reprendre les bases. Hein. Je veux dire, apparemment, il y en a qui savent pas. Non, physiquement, il y a 3 types de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons, et il y a les meufs qui se prennent pour des bebons. Là. Alors, les bebons, je précise pour les gens qui viennent de province ou même du 9-5, hein, c'est les belles filles, les nanas. Quoi, non, mais ils ont pas le temps dans le 9-5 de se préoccuper de l'évolution de la langue. Hein. Eux, ça prend du temps le tuning. Hein. Faut bien mettre les jantes, les trucs qui brillent. Chacun son truc. Hein, là. Alors, s'il y a des filles qui se demandent dans quelle catégorie elles sont, c'est que déjà, c'est sûr, c'est pas des bebons. Hein. Et s'il y a des nanas qui se posent aucune question, c'est qu'elles ont pas de cerveau. Alors, faut dire ça, les mecs, vous, c'est pire. Attention, hein, vous, avec vous, les mecs, il n'y a pas d'histoire de catégorie. Hein, Non, pour vous, les mecs, le cerveau, c'est... Comment dire? C'est comme le latin au collège. Hein, c'est une option facultative. Il n'y a pas de cerveau, Non, c'est vrai, il n'y a qu'à voir vos tactiques d'approche des nanas dans la rue, les mecs. Hein, le x-x, c'est quoi? Non, mais attendez. Non, mais il y a encore des mecs, en 2007, qui pensent pouvoir charmer des nanas en leur donnant du x-x dans la rue. Non mais moi je vous le dis, au maximum ça donne envie de pisser ce truc, mais c'est pas du tout charmant à entendre, hein, c'est d'une vulgarité, c'est du viol auditif ce truc, vraiment Non, vous voulez que je vous dise moi, ce qu'il faut pour charmer une fille aujourd'hui dans ce monde de brut? De l'argent. Alors là, écoute, je vais pas te regarder, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais ça c'est typiquement une réponse de moche ça, l'argent, je suis désolée, c'est pas ça qu'on veut. Non, nous on veut de la poésie, on veut de la galanterie. Moi vraiment, la galanterie c'est un truc, ça me fait craquer direct. L'autre jour j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à 2 doigts de le sucer. Oh, il a les yeux qui brillent. C'est comme ça Tu repenses à toutes les fois où t'as laissé ta place, y a pas eu de bonus, ça? Tu t'es fait carnat. C'est vrai. Non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bien, parce qu'après, il n'y a plus aucun mec qui va laisser sa place aux vieilles dans le métro. Non, et pas moi, je bouge pas. Non, c'est bon. Non, je suis copine, j'ai pas de problème. Non, mais voilà, vous imaginez si on était aussi cash que vous, les mecs? Vous imaginez 2 nanas dans une voiture, tard le soir, un mec qui passe, la nana, elle baisse sa vitre. Le moustachu, là! Moustache! T'as pas peur de te promener tout seul dans la rue le soir, là? T'es marié? C'est pas possible, hein. Alors... Non mais bon, moi je sais pas, j'ai peut-être pas de chance, hein, mais soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, je sais pas pourquoi. L'autre jour j'étais avec un mec chez moi, on s'était rencontrés sur internet, et bon j'avoue c'était pas mystérieux ce qu'on faisait chez moi, mais il y a un minimum quand même, et bon, moi je mets un disque pour l'ambiancer, et le mec me dit qui c'est qui chante? Je lui dis c'est Jacques Brel, et il me dit ah ouais, et il a fait cette chanson avant sa mort? Non, carrément, le mec, il avait posé son cerveau sur le porte-manteau. T'es genre, ce soir, je baisse, j'en ai pas besoin. Non, mais on en a marre, la sauvagerie, je sais plus comment vous le dire. C'est comme dans le métro. Dans le métro, il y a une sorte de convention entre vous, les mecs. Hein, vous draguez pas dans le métro. On est à peu près tranquille, quoi. Mais il y a une autre sorte de convention. Apparemment, c'est normal de coller les nanas dans le métro. Hein? C'est bien, ça, les filles, à 6h, quand le métro, il est bien blindé. On est comme ça, on peut plus respirer. On fait... Ah, c'est bizarre, je suis en train de tenir la barre et j'en ai une autre dans le dos. Non mais c'est bien, au moins on sait d'où ça vient l'expression l'heure de pointe, hein, c'est bien. Merci, c'était Blanche.